Et un autre intervenant. Donc, c'est Lassane Kers, qui est président du pôle de soutien au métier des juridictions financières à la Cour des comptes. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Trésorier général, Monsieur le Président de Fondafip, Mesdames et Messieurs ici présents à la salle et ceux qui nous suivent à distance. Je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui devant vous dans ce colloque qui fête cette année sa 16e édition, donc on est presque à l'âge de la raison de maturité si on transpose sur l'échelle humaine. Et c'est l'occasion justement de présenter les accumulations institutionnelles et professionnelles pertinentes et certainement utiles pour faire avancer donc, le management et la gestion des finances publiques. Je vais essayer dans mon exposé de vous livrer une lecture du juge auditeur, une terminologie un peu récente, et mon collègue Monsieur Gilles Miller va présenter cette avancée très importante parce que récemment, il y a la création de Jurisai. C'est une organisation internationale qui englobe les institutions supérieures de contrôle qui ont comme attribution les attributions juridictionnelles, donc à peu près 25% des IIC à l'échelle internationale. Et nous avons le privilège et l'honneur d'abriter justement le siège de cette organisation internationale ici à Rabat, et dont la première présidence sera assurée par la Cour des comptes française. Alors, le vocable juge-auditeur en lui-même, il témoigne justement de cette évolution et cette adaptation aux transformations qui caractérisent un peu les systèmes des finances publiques, non seulement à l'échelle internationale, mais aussi dans notre pays. Et je voudrais juste un peu, parce qu'il y aura une certaine complémentarité entre moi et M. Gilles Miller, c'est que par contrôle juridictionnel qui est demandé dans l'exposé, il faut entendre l'ensemble des attributions de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes par extension, que ce soit au niveau donc, du jugement des comptes et la discipline budgétaire financière qui constitue la raison d'être même de la qualité de juge au sein de la Cour des comptes, mais pas que. On a l'extension vers le contrôle de la gestion jusqu'à la certification donc, des comptes de l'État en passant par le contrôle de l'emploi des fonds publics, mais aussi sur le plan de la moralisation de la vie politique et publique, la déclaration obligatoire du patrimoine, les comptes des partis politiques et j'en passe. Donc cet éventail très large impose à la Cour des comptes une réflexion de raisonner en termes d'intégration des processus. Autrement dit, c'est qu'on procède, on est en pleine réflexion justement sur la logique de contrôle intégré. Ça veut dire qu'à partir du moment qu'un compte public est produit à la Cour des comptes, et c'est une obligation légale, on peut exercer l'ensemble des attributions donc, des juridictions financières. Donc ça, c'est un peu, je dirais, l'objectif stratégique de la Cour des comptes, mais aussi une contrainte majeure parce que ça suppose que le système de reddition des comptes soit conçu, échafaudé dans les meilleures conditions et des règles aussi donc de traçabilité des pistes d'audit et j'en parlerai tout à l'heure puisqu'on a aussi l'un des enjeux, c'est les systèmes d'information qui portent les différents systèmes de gestion, que ce soit budgétaire ou comptable. Donc avant de vous livrer justement cette transformation des audits ou des contrôles au sein de la Cour des comptes, je voudrais m'arrêter un peu sur les réformes et les transformations qui sont observées ces dernières années dans l'écosystème de la gestion des finances publiques dans notre pays. Cette transformation a obligé automatiquement de revoir les régimes de responsabilité et aussi d'imposer une certaine façon de présenter les comptes publics. Donc, comme vous savez, on a presque une décennie d'adoption de la loi organique relative à la loi de finances, et puisqu'on parle de la gestion publique dans sa perception large, c'est la même année aussi que nous avons adopté, que l'État marocain a adopté les lois organiques relatives aux collectivités territoriales, la région, les provinces, préfectures et aussi les communes. Et s'en est suivi par la suite d'autres réformes, que ce soit le portefeuille stratégique de l'État. Et sur le plan réglementaire, on a également échafaudé tout ce système, je dirais, de règles de droit par d'autres décrets, notamment le décret sur les marchés publics, mais sur le suivi, la maîtrise des risques et des contrôles internes, un texte très important sur le contrôle de gestion qui renvoie directement à la comptabilité
analytique, l'un des piliers aussi des différentes comptabilités qui ont été, je dirais, consolidées par la loi organique relative à la loi de finances de 2015. Mais un autre projet très attendu de décret, c'est le décret sur le contrôle interne et l'audit interne, qui est dans le circuit d'approbation au niveau du Conseil de gouvernement. Je crois qu'il a été reporté à une autre date pour un peu approfondir les réflexions, vu un peu son importance. Alors, toutes ces réformes ont apporté beaucoup de changements, à la fois sur la manière de gérer les données publiques, qui devrait être axée, ça a été dit, sur la performance et les résultats, mais aussi, elle a bouleversé un peu les méthodes de travail. Pour porter les différentes réformes, on a introduit des systèmes informatiques, que ce soit au niveau du budget ou au niveau de la comptabilité générale, qui passe d'une comptabilité, je dirais, de caisse à une comptabilité des engagements. Et l'enjeu, il est complexe, il est très important, justement, pour porter toutes ces réformes. Alors, je vais juste dire un mot, ce n'est pas des critiques, mais je dirais quelques retours sur la mise en place de ces réformes. Ces dynamiques, certes, ils ont eu des retombées très positives, mais malheureusement n'ont pas toutes produit justement les effets escomptés. Alors, certaines limites persistent qu'il faudrait bien examiner. L'objectif, là aussi, ce n'est pas de jeter toute la réforme, mais plutôt trouver ensemble, bien évidemment, que ce soit au niveau de l'autorité de programmation, au niveau des gestionnaires et aussi des contrôleurs, les bonnes solutions afin d'atteindre les objectifs assignés à ces réformes. Hier, on a écouté des témoignages, des discours de haute facture. Ce matin aussi, nous avons eu le droit à certains retours justement sur ces réformes. Donc nous avons entendu des mots comme des insuffisances de la performance, de l'impact qui n'est pas à la hauteur des aspirations, la qualité des budgets, la qualité comptable, la sincérité, la non-maîtrise des dépenses liées à la masse salariale par exemple, la dette, les statuts particuliers, j'en passe. Alors, si on rajoute à cela, le directeur du budget a cité certains rapports d'évaluation comme le PEFA et l'OCDE. Si on rajoute aussi l'auto-évaluation, le diagnostic très très important et profond au niveau du nouveau modèle de développement, on se rend compte justement qu'il y a encore quelques insuffisances, quelques limites qu'il faut les surpasser. On ne peut pas tourner une page avant de la lire, il faut la bien lire avant de passer à d'autres, je dirais, actions en vue toujours avoir l'objectif stratégique, c'est l'amélioration et chercher l'impact. Cet impact sur les citoyens, c'est le credo un peu de nos orientations stratégiques de la Cour des comptes 2022-2026. C'est justement créer une valeur ajoutée des audits. Alors, au vu un peu de la gestion des finances publiques dans notre pays, ça a été dit, on l'a appelé filialisation, agencification. Cette complexité un peu des procédures, qui ne veut pas dire sophistication. Parfois, on recourt parfois pour éviter les règles trop contraignantes au niveau de la gestion des finances publiques. On recourt parfois à des formes de gouvernance, de gestion qui pas échappent au contrôle, mais au niveau de l'État, parfois, on cherche d'autres chemins, d'autres raccourcis, et souvent, on va vers, je dirais, des formes plus souples, genre les associations, genre des groupements d'intérêt public, parfois sur la création des filiales, on trouve sur la même mission, puisque on n'est pas dans le même programme, on trouve parfois une multitude d'intervenants entre l'État, avec les trois composantes, budget général, le service d'État géré de manière autonome et comptes spéciaux de trésor. On trouve également au niveau des établissements publics un certain nombre d'organes qui versent dans le même sens. Il y avait un objectif politique dans notre pays de faire converger toutes ces politiques publiques, d'où la création des ministères. Peut-être que le temps viendra pour un peu évaluer ce genre de montage. Ce genre justement de montage, il crée une complexité que l'auditeur, le contrôleur a posteriori trouvera des difficultés justement pour
appréhender les risques qui sont liés à cette façon de faire, parce que, et ça a été dit aussi hier, il n'y a pas de consolidation des comptes publics. Il y a une tentative actuellement dans le projet de réforme de la loi organique des finances de créer une sorte, je dirais, un rapport consolidé sur la consolidation. Ce n'est pas la consolidation comptable, c'est une juxtaposition des résultats ou des situations, des ressources et des charges. Ça poserait dans le futur des problématiques liées un peu à l'audit de ces budgets ou l'exécution de ces budgets, et ça poserait les questions comme la sincérité budgétaire et la sincérité comptable et comment tout ça va être reflété au niveau des états financiers. Alors, on vous livre un peu le sentiment comme quoi on a le centre de gravité de la gestion des finances publiques qui bouge un peu, il bouge, il sort et s'éloigne petit à petit de l'État vers d'autres organismes. Et c'est à nous justement de créer le mécanisme de reddition des comptes qui peuvent aller dans ce sens. Les Français appellent, très très bien décrivent cette situation, on est devant un millefeuille administratif et que quand on cherche un peu l'efficacité, on a parfois des difficultés, à la fois dans la reddition, mais aussi au niveau, je dirais, du contrôle. J'ai peut-être juste envie de partager avec vous, c'est un aspect très important, ça a été cité ce matin par nos députés, c'est l'aspect qui est lié à l'élément humain. Aujourd'hui, toutes les réformes, que ce soit au niveau de la conception, au niveau de l'exécution, le suivi et même l'actualisation, ce n'est pas le politique qui l'apporte, c'est la technostructure au niveau de l'État qui doivent normalement veiller à son efficacité. Là aussi, on avait pas mal d'actions qui visaient un peu à chercher la bonne compétence pour faire face justement aux exigences de la gestion, la nouvelle gestion, le nouveau modèle de gestion des finances publiques. Donc, cette année, là aussi, on fait peut-être une décennie de recrutement ciblé, l'appel à candidature. Des questions se posent aujourd'hui de quelle expertise administrative dispose-t-on aujourd'hui dans les postes clés de l'administration publique pour porter cette réforme, pour concevoir les objectifs, les indicateurs, les mesurer et rendre compte justement sur la performance. C'est une question aujourd'hui qui se pose. Rappelez-vous que dans la loi organique relative à la loi de finances, nous avons des responsables de programme. Alors, un responsable de programme a été créé, aucun cadre juridique, aucun régime de responsabilité. C'est une question aussi qui se pose. Et au niveau territorial, là aussi, on est sorti des budgets très importants qui ont été alloués aux régions, aux conseils communaux et conseils provinciaux préfectoraux, mais au lieu que l'exécution soit portée justement pour les communes, j'en conviens, vu un peu la maturité des systèmes de gestion sur place, on a créé des postes, une technostructure là aussi, soit interne, sous forme de direction générale des services, soit des agences d'exécution des projets, voire des sociétés de développement local connues communément sous le vocable SDL. Alors, au niveau des marchés, c'est-à-dire un niveau, un étage encore inférieur qui est en relation directement avec le secteur privé, il y a un responsable de l'exécution des marchés. Là aussi, à part 2 ou 3 départements ministériels où il y a une création de structures sous forme de division, projet ou d'unités de gestion de projet, là aussi, ça nous interpelle sur la technostructure qu'il faut mettre à ce niveau-là. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la comptabilité publique, mais c'est un chantier très important. La comptabilité générale, la comptabilité de l'exercice qui est entrée en vigueur dans notre pays le 1er janvier 2018, c'est l'autre phase de la pièce avec la certification des comptes de l'État par la Cour des comptes. C'est très important et nous estimons que cette comptabilité générale, c'est la mère des réformes. C'est vraiment la cristallisation de toutes les réformes qui sont faites en amont. Arriver à une comptabilité générale bien tenue, ça veut dire que nous avons un contrôle interne très développé, nous avons une maîtrise des risques, nous avons l'enregistrement de toutes les opérations. Qui dit l'enregistrement comptable, dit la transparence, dit l'exhaustivité, dit tous les principes de la sincérité comptable. Ici, on a la sincérité comptable, on a la sincérité budgétaire. Donc là, c'est très important et ça nous renvoie sur quelques angles morts de la gestion de nos finances publiques qu'il est peut-être, ce n'est pas le moment ni le lieu d'en discuter, mais
ça pourrait enclencher des débats sur justement cette, je dirais, réforme de la comptabilité générale et d'aller vers un système réformateur, et on peut réformer l'État par la comptabilité, in fine par la certification ou l'audit. Alors, le sujet, à vrai dire, j'avais envie donc de partager avec vous, c'est ce retour sur la réforme. Pourquoi faire évoluer les contrôles exercés par la Cour des comptes ou par les juridictions financières, Cour et Cour régionale des comptes? Alors, c'est les réformes que j'ai citées et d'autres, évidemment, ont fait bouger des lignes dans le processus de préparation des budgets publics et dans la gestion des finances publiques. Ils ont impacté les rôles, les responsabilités des acteurs et, in fine, comment apprécier, je préfère apprécier que la mise en jeu de la responsabilité de ces acteurs. Alors, nous avons aussi à la Cour des comptes fait, je dirais, de l'autocritique. Nous avons un constat qui est remonté de l'exercice de nos attributions, aussi bien au niveau de la Cour qu'au niveau des cours régionales des comptes. Malgré tous les efforts, les observations de fond persistent dans nos systèmes de gouvernance, de contrôle interne et de performance. La question de performance ont été partagées hier par Madame la Ministre et ça a été très bien dit. C'est un processus, on comprend qu'il est toujours en cours. Après 10 ans, peut-être il faut revoir les approches. Pour la question de régularité, je crois que notre système d'appréciation de la régularité est arrivé, j'emprunte un mot, à l'essoufflement. Donc, nos jugements aujourd'hui ne rapportent pas grand-chose, ils sont peu efficaces, les montants sont très faibles. Ce n'est pas de notre volonté, c'est la loi qui les détermine. Et l'impact ou le retour sur justement cette façon de faire et justement doit être revu. Et c'est ainsi que, avec l'arrivée de Madame le Premier Président, donc nous avons lancé un vaste chantier, une réflexion qui est toujours en phase de réflexion pour la préparation d'un avant-projet de refonte du Code des juridictions financières à soumettre dans le circuit, bien évidemment en concertation avec tous les acteurs, notamment donc les services du ministère des Finances, la Trésorerie générale, en particulier puisqu'il s'agit du comptable supérieur du Royaume et qu'il est très important donc de co-construire le nouveau système ou de régime de responsabilité. Alors, les principes directeurs de cet avant-projet ou cette réforme, d'abord la redevabilité dans ces diverses manifestations comme base de contrôle de fonds publics. C'est un principe constitutionnel, le point de départ de l'engagement de la mise en jeu de la responsabilité devant le juge des comptes, c'est de rendre un compte par rapport à la gestion des fonds publics. La reconsidération des régimes de responsabilité et la nature des infractions en tenant compte notamment des circonstances. Ça, c'est une nouveauté. Mon collègue, M. Millard, va certainement en parler, parce qu'auparavant, on jugeait, et c'est une phrase qui est connue par nos amis comptables publics, on juge le compte et non pas le comptable. Donc aujourd'hui, on va tenir compte beaucoup plus des circonstances donc de la gestion du poste comptable. Alors, il n'est plus efficace de limiter les poursuites aux actes liés uniquement au non-respect des procédures et de règles juridiques, dont certains peuvent être le résultat de contraintes objectives et indépendantes de la décision elle-même. Il faut dire que pour certains cas, pour certains actes, ils sont liés à la mauvaise gestion ou au non-respect des obligations fonctionnelles ou à des changements contractuels. Il y a parfois un ordonnateur qui signe une convention de partenariat avant même l'existence du budget. Il peut signer la mobilisation d'un foncier dont il n'a pas la propriété, on signe la convention et on s'étonne après 3, 4, 5 ans que le projet ne marche pas. Donc là aussi, c'est une responsabilité de signature. Quand on apporte, il faut assumer les engagements. Parfois, il y a des dommages très importants au service public et au fonds public, une perte de l'équipement public dans certains cas et des coûts sociaux, quelle que soit l'étendue des poursuites devant les juridictions financières. Donc, juger avec une amende alors qu'il y a des dégâts au niveau du service public, vous convenez avec moi que ce n'est pas efficace et la première critique sera adressée à la Cour des comptes elle-même.
Alors, notre réflexion vise également à introduire la responsabilité managérielle pour épouser un peu la logique de la performance qui a été introduite et l'un des piliers majeurs de la loi organique relative à la loi de finances de 2015. Alors, on va prendre dans l'avenir en compte le préjudice causé pour les deniers publics, donc l'importance significative, et nous allons travailler communément avec d'autres institutions, d'autres organes de contrôle pour justement travailler sur la complémentarité des audits, l'analyse des risques, parce que le contrôle, l'audit, est là aussi un coût et il y a beaucoup d'institutions, beaucoup d'organes qui travaillent sur la chose. Alors, un aspect très important dans la réflexion de la Cour des comptes, c'est le développement de l'assistance qui est apportée au pouvoir judiciaire et au Parlement. Donc ça aussi, c'est la Constitution qui prévoit un terme un peu fort, mais je crois que toutes les institutions œuvrent dans le même sens, c'est la lutte contre toutes les formes de délinquance financière liées aux activités des administrations publiques. Je cite là l'article 36 de notre Constitution. Alors, l'application de l'approche intégrée dont j'ai parlé tout à l'heure par le renforcement des procédures de l'exercice de l'ensemble des attributions des juridictions financières à partir du compte produit au juge des comptes. Alors, en relation avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le juge auditeur, le projet de la réforme du Code des juridictions financières va consacrer encore plus les rôles du juge financier de manière à répondre aux exigences d'efficience, d'efficacité du travail juridictionnel et à renforcer la fonction des juges des juridictions financières en tant qu'institution qui veille sur la bonne gestion des fonds publics avec les deux dimensions fondamentales, le respect des règles juridiques pertinentes et le respect des grands principes de la gestion. Alors, d'autres aspects seront développés dans le cadre du futur Code des juridictions financières. Il s'agit notamment d'établir un cadre juridique permettant à la Cour des comptes d'exercer la compétence de certification des comptes de l'État qui lui sont attribués en vertu de la loi organique des finances. Force est de constater aujourd'hui que le terme certification est cité dans un alinéa d'un article au niveau de la loi organique des finances. Aucun cadre juridique ne régit, je dirais, cette attribution. Bien évidemment, s'il y a une attribution, une compétence qui est normée à l'échelle internationale, c'est bien la certification des comptes. Mais vous savez que parfois, sur la partie norme, on n'a pas, je dirais, l'aspect contraignant en termes de délai, de forme des comptes, dans les procédures de présentation, etc. Aujourd'hui, avec le projet de loi organique relative à la loi de finances, et on l'espère à la Cour des comptes, que ce cadre soit complété, notamment sur sa valeur juridique vis-à-vis du Parlement. Aujourd'hui, il ne fait même pas partie des documents qui doivent accompagner le projet de loi de règlement. C'est peut-être le temps d'y réfléchir parce que le projet de loi de règlement, et monsieur le directeur de budget peut en témoigner, c'est un moment, c'est du gâchis du temps du Parlement. Pourquoi? Parce qu'on ne discute pas le débat, on ne discute pas les résultats, on ne discute pas le bilan. Et dans d'autres pays, le jour de la présentation du règlement du budget, c'est un jour qui est commémoré comme l'accountability day, c'est-à-dire c'est la journée de la redevabilité, tellement on met beaucoup plus d'efforts pour rendre compte que de préparer un budget. Aujourd'hui, on a la situation inverse, on met presque 2 mois pour la préparation de la loi de finances sur des réunions qui durent des heures et des heures, alors que la loi de règlement ne dure pas 2 heures ou 3 heures avec très très peu de parlementaires, et j'imagine que c'est la même situation en France. Mais le temps de la reddition des comptes, s'il y a un moment noble, c'est bien la présentation du projet de loi de règlement, et on espère que ça doit être couplé avec la certification des comptes de l'État. Alors, parmi aussi les objectifs de cette réforme, c'est de détailler les modalités et procédures de contrôle des déclarations obligatoires du patrimoine et intégrer cette compétence dans le cadre d'une vision intégrée en établissant des procédures permettant donc d'interagir avec les différentes attributions, que ce soit en phase de programmation ou lors de la mise en œuvre des missions de contrôle. Et je crois qu'en chargeant la Cour des comptes de cette attribution très importante qui vise la moralisation, ce n'est pas fortuit, c'est justement de l'arrimer avec les autres attributions pour en faire
un levier de bonne gouvernance, de transparence et aussi d'exemplarité de la part des gestionnaires publics. On vise également, à travers cette réforme, le renforcement du cadre juridique et les objectifs de contrôle des finances publiques et de préparer des rapports périodiques sur les tendances générales dans le domaine des finances publiques et d'alerter sur les risques pertinents en vue de les surmonter, que ce soit à moyen ou à long terme. Tout simplement parce que quand on sort le rapport annuel, on est déjà sur un décalage temporel de 2 ans. Ce n'est pas pertinent, on n'est pas dans l'actualité, personne ne lit les rapports. Donc là aussi, on veut introduire qu'on peut interagir, d'être collé à l'actualité, qu'on peut émettre soit des notes, des rapports d'actualité pour alerter sur des aspects particuliers qui touchent à la vie des citoyens. On vise également d'établir un nouveau cadre pour le contrôle de l'emploi des fonds publics de manière cohérente avec la position qu'occupent les deniers qui sont gérés par les associations. Ce n'est pas contre les associations elles-mêmes, c'est qu'il y a là, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de fonds publics qui sortent du circuit de la gestion classique des finances publiques et qui restent dans les circuits des associations, alors que parfois le contrôle interne et les procédures n'obéissent pas, je dirais, au SMIC du contrôle interne, au minima à ce niveau-là. Amélioration des outils et procédures d'audit des comptes des partis politiques. Sur le plan de la volumétrie, ce n'est pas beaucoup. On est à peu près à 300-350 millions de dirhams sur une année électorale. Mais l'objectif, c'est de contribuer à la moralisation donc, de la vie politique, puisque dans la constitution, les partis politiques ont comme rôle d'encadrer les citoyens. L'amélioration des outils et procédures d'audit des comptes, la simplification des procédures applicables à l'exercice par les juridictions des pouvoirs concernant la dématérialisation des comptes. Et je crois que tout à l'heure, le directeur du contrôle à la TGR va en parler. Aujourd'hui, on est en phase de faire un pas de géant en termes de dématérialisation des comptes. Il y a des expériences pilotes qui ont commencé avec la Trésorerie générale du Royaume, ont vu justement de ne plus produire sous format papier donc les comptes des services de l'État. Et c'est une expérience très importante. Ça nous permettra d'avoir des données numériques très importantes. Des données numériques qu'avec les outils de l'IA, avec les big data, on peut aller dans des solutions. Et la Cour des comptes est en cours d'élaboration de sa stratégie en matière d'intelligence artificielle. Et l'objectif, justement, c'est d'utiliser, d'exploiter, de tirer profit de toutes ces données numériques. Beaucoup de données circulent dans les systèmes d'information publique. Beaucoup de budgets, beaucoup de fonds publics ont été investis dans les systèmes d'information. Et il est temps aujourd'hui de tirer profit de cette donnée. Et il y a parfois des paradoxes. On investit dans les systèmes d'information et les délais de présentation des états financiers, de la loi de règlement, n'arrivent pas à se faire dans les 12 mois après la clôture. Et on trouve ça paradoxal par rapport à l'investissement qui est fait par les pouvoirs publics en matière des systèmes d'information, que ce soit de gestion ou comptable. Alors, on vise également de revoir un certain nombre de procédures internes. On avait des règles comme les doubles arrêts, on a 2 mois de contradiction pour répondre à nos observations. Ça demande énormément de temps. Le délai moyen d'une mission de contrôle de la gestion, de bout en bout, depuis la planification jusqu'au rapport particulier, parfois ça dépasse 12 mois. C'est inadmissible, on n'est pas d'actualité, on ne rend pas compte à la collectivité. Donc il y a une réflexion de revoir tout ça en fonction de la taille des missions, en fonction des organismes, donc d'adapter ces procédures, que ce soit, je dirais, des délais, des procédures qui sont acceptées par les deux parties. C'est des normes d'audit qui sont reconnues à l'échelle internationale. Alors, la mise en place d'un régime de responsabilité propre au modèle de gestion axé sur le résultat, je l'ai dit tout à l'heure, et ça permettra justement de redonner donc, à cet instant, donc, à ce compte, toute la valeur qu'il mérite. Je conclus, Monsieur le Président, en disant que dans l'ensemble, les débats qui entourent les finances publiques, ils se déroulent très très bien. Dans la forme, et parfois donc, on perd le cap et la finalité recherchée en termes d'impact. Si on prend la loi de finances, on prend la loi de règlement, il y a une documentation très riche, mais personne ne la lit.
Monsieur le député, ce matin, il a dit on a besoin d'experts, on a besoin des gens qui peuvent faciliter la lecture. Là, ça pose vraiment un problème au niveau donc, de l'interprétation. On voit que les pouvoirs publics, que ce soit le ministère des Finances, que ce soit la Cour des comptes, il y a beaucoup d'informations qui circulent autour de la gestion et du contrôle des finances publiques, mais qui ne sont pas exploitées à leur juste valeur. Alors, très important, je mettrai l'accent en conclusion sur l'engagement collectif de toutes les parties prenantes dans le système, qui est un gage justement de la réussite des chantiers de réforme menés. L'importance d'une planification stratégique, donc nous visons que le contrôle, l'audit, on n'est pas dans l'inspection, on n'est pas dans l'inopiné, ça va être de la co-construction justement pour être sur des audits qui sont utiles et acceptés par les gestionnaires publics. Il y a également l'importance de valoriser, c'est déjà institutionnalisé, valoriser les canaux de coordination, de communication entre les audits externes et internes, et d'une part, les travaux juridictionnels. Et il y a une norme, déjà une TOSAIL, la 91, et compte à ce domaine-là, de coordination, coopération avec les corps d'inspection. Le travail se fait très bien avec l'inspection générale des finances, avec l'inspection générale de l'administration territoriale, mais on doit également embarquer avec nous toutes les autres inspections, justement pour avoir un maillage en termes de contrôle interne et d'audit interne. Et je vous remercie.